Bienvenue à Visionnaire, le podcast qui fait rayonner les entrepreneurs d'ici. Je suis Thierry Allegrucci, intégrateur EOS certifié. Chaque mois, je m'assois avec une ou un entrepreneur qui a su clarifier sa vision, aligner ses équipes et propulser son entreprise. Préparez-vous à être inspiré et motivé par ces parcours de visionnaires. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un d'infiniment aimable et agréable. Une personne que je commence à considérer comme un ami. Et c'est Mario Ceitano de la compagnie Reflexio d'Écaille. Bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation. J'ai bien hâte de parler de beaux sujets. Et donc, en commençant rapidement, qu'est-ce que fait Reflexio d'Écaille? Merci pour l'invitation. C'est vraiment cool. Après tes derniers invités, les chaussures sont grandes. Alors, c'est vraiment cool de pouvoir partager. Je pense que tu vas les remplir amplement. On essaiera. Ben écoute, c'est ça, Mario Ceitano. Donc, je suis à la tête d'une entreprise Reflexio. Donc, je suis entrepreneur à la base et on s'est spécialisé dans la restauration après sinistre. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est quoi la restauration après sinistre? Simplement un dégât d'eau, par exemple, un bris de tuyau à la maison, t'as de l'eau, mais on fait les mesures d'urgence. Après, on fait la restauration, le séchage. Puis on est également entrepreneur général. Donc, on reconstruit, c'est ça, on remet. C'est ça qui vous bâtisse. différencie d'autres compagnies qu'on connaît. Vous remettez aussi, vous faites la construction, les réparations. Exactement, c'est ça. Donc, on a vraiment les trois services complets. Exactement. Puis, s'il y a on a une division d'environnement également. Donc, pour les problèmes de moisissure, l'amiante, des amiantages. Donc, on fait également la décontamination. D'accord. Donc, les clients, c'est souvent les assurances? Principalement, c'est ça. Donc, on a commencé notre carrière, c'était que les assureurs. Et là, avec le temps, ben là, on s'est diversifié. On a des clients corporatifs, on a des qui s'auto-assurent, j'imagine. Des institutions, exactement, qui ont leur portefeuille et tout. Puis, il y a également toujours une place là, pour les amis proches, les amis des amis de la famille. Donc, on sert ces gens-là. On n'est pas grand public comme certaines autres bannières. Donc, on a pris cette décision-là. Dans les années passées. Donc, on dessert vraiment... Donc là, on a mis la table. Ouais. Journée très spéciale aujourd'hui, on va le dire. Effectivement. Donc, 33e anniversaire de mariage. C'est Félicitations. Ça, ouais. Merci. Avec Mena. On va en parler du couple au travail. On va parler de ça. Et 30 ans? 30 ans de la fondation Reflexio, oui, effectivement. C'est aujourd'hui, le 17 mars, on avait choisi cette journée symbolique parce que, bon, évidemment, non seulement c'est la Saint-Patrick, mais c'était notre anniversaire de mariage. C'est la Saint-Patrick aujourd'hui? Oui, exact. C'est pour ça que t'es en vert, le film. Excellent. C'est ça, donc on avait... Mais écoute, merci d'être là. Moi, quand j'ai appris qu'il y avait tout ça, je dis, Écoute, t'as pas aidé la journée qu'on a passée jusqu'à date. Vous avez une fête, les surprises au exactement, bureau les et surprises au bureau, ça a été fort agréable. Même que, c'est ça, quand on nous a appelés dans la cafétéria sur l'heure du lunch, et quand on s'est présenté, c'était trop tranquille, on n'entendait rien. Alors, Mena et moi, on a sorti nos téléphones et nous, on les a surpris parce qu'on les a filmés pendant qu'on montait. Donc, ça a donné un petit fait cocasse. Écoute, ça donne le ton à ce podcast. 33 ans de mariage avec une personne qui est avec toi au travail depuis tout ce temps-là et 30 ans de réflexion. Ouais, depuis toujours. Donc là, tiens, on va revenir en arrière. Donc, comment tu es venu à fonder cette compagnie? Et est-ce que tu étais déjà entrepreneur dans l'âme quand tu étais plus jeune? Je pense que tout petit, là, j'étais un entrepreneur. Ça doit venir peut-être de mes grands-parents. Donc, mais on est portugais. Donc, moi, je suis né au Portugal.
Donc, je suis je suis issu de l'immigration ici, donc je suis arrivé très jeune, mais bon, c'est comme ça, j'avais 1 an. Et donc, c'est ça, mes grands-parents étaient agriculteurs, donc le fait de gérer travailler 7 heures, ben, c'est ça. 7 jours par semaine, tout le temps. Exact. Fait que tout petit, tu vois, comme je me souviens là, chez mes parents sur la rue Lacordaire, dans le Nouveau-Rosemont, à côté de Saint-Léonard. Déjà, j'étais hyper manuel, donc j'avais mis une petite pancarte, là, on répare des vélos, et puis déjà à l'âge de 10-12 ans, là, je réparais des vélos. Fait que les gens arrêtaient, réparer des vélos et tout ça. Ouais. Hein, drôle, ça a été comme ça une bonne partie de ma jeunesse, là, de faire des petits travaux, même pour tous les voisins dans l'entourage. C'est moi qui faisais de la peinture, le déneigement, les gazons. Écoute, là, j'étais le gars, c'est ça. T'as un problème, tu t'appelles Mario, là. Fait qu'on dirait que ça a comme continué, là, tu sais, dans le futur. Puis, drôle d'affaire, quand j'étais au collège, donc j'allais à Marivic, un de mes amis, à un moment donné, lui, il faisait du nettoyage de tapis, il y avait des machines, bon. Et là, lui, ben finalement, il avait fini, fait qu'il s'en allait travailler, il avait une vraie job. Il dit, veux-tu acheter mon équipement? Ah ouais. Je dis, parfait, on peut faire ça. Pendant que je suis encore aux études, là, on va être capable de faire quelque chose avec ça. Une job étudiante on the side? Oui. Tu étudiais puis tu faisais ça les fins de semaine. Mais sauf que ça a pris une tournure, toi, je t'explique. Hein. C'est là, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à faire des nettoyages intérieurs de tapis, de voitures. Et de fil en aiguille, pour faire ça très, très, très court, j'étais encore à l'école, j'avais une entreprise d'entretien ménager, la famille commençait déjà à travailler, travailler avec moi, les amis et tout. Et j'avais pas fini le cégep, puis... C'était déjà une entreprise. Ouais, on était rendu pas loin du million, là. Ah oui? Fait que c'est ça. Fait que finalement, j'ai jamais fini mes études. C'est ça, t'as fini le cégep? Oui, j'ai fini le cégep. Et là, puis t'as pas continué les études, t'as été parce que c'est ça. dans le travail. Donc, j'avais, c'est ça, je faisais des études en sciences pures pour devenir ingénieur. Donc, puis drôle d'affaire. Quand j'avais fait mes stages à une compagnie qui s'appelait Securiplex, dont mon cousin était vice-président marketing là-bas, ingénieur de formation. Et là, je regardais tous les ingénieurs, là, puis là, je regardais ça, je dis non, je peux pas croire. Non, t'as pas le profil d'un ingénieur. Non, je travaille pas dans une petite boîte comme ça. Tu sais, je veux pas être, tu sais, cloué un bureau. Ouais. Puis là, je disais à mon cousin Victor, je dis Vic, c'est ta job que je veux. Tu sais, c'est comme je veux faire ce que tu fais, là, tu sais, du développement de machin. Puis imagine, tu sais, on retourne, j'avais 18, 19 ans. Et là, finalement, tu sais, c'est ça. Au grand désarroi de mes parents, ben, je ne suis pas devenu ingénieur, mais je pense que ça a pas trop mal viré. En tout cas, ouais, ça a pas trop mal viré, exact. Excellent. Puis cette entreprise. Donc, j'ai fondé cette entreprise-là qui, par la suite, m'a permis de tomber par hasard dans le sinistre parce qu'un de mes clients, qui était une caisse pop, a finalement eu un dégât d'eau. Sinistre. Ben oui. Puis à partir de là, ben qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prend les formations, on s'informe, on s'instruit, on réussit par rentrer là-dedans. Et j'ai trouvé que ça pouvait être quelque chose, de reprendre des choses puis de les restaurer. Donc, je pense que j'ai une passion pour ça aussi. Que ce soit avec des bâtiments, des bagnoles. Avec des bagnoles. Des bagnoles. Quand on va dans l'entrepôt, puis c'est ton fils aussi, hein, il y a cette Aussi, vous savez, il est pas tombé très loin. Quand il m'a montré la carcasse d'une BM, c'est ça, une BM, hein? Ouais. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? La carcasse toute déglinguée, toute rouillée, puis il dit, on va la restaurer. Restaurer. Wow! Non, Diego, il y a vraiment, ce côté-là, restauration de bagnole et tout. Puis, tu vois, on le fait avec des bâtiments, on le fait avec, on aime beaucoup, là, redonner vie à quelque chose. Puis d'ailleurs, c'est ce que ça nous a permis, d'écrire dans notre vidéo. On s'est rendu compte que c'est ça qu'on fait depuis 30 ans. Puis non, on redonne vie à des projets, on redonne vie à des bâtiments, à des voitures, à des toutes sortes de projets. Fait que ça, c'est vraiment cool. On redonne vie aux gens aussi. Parce que pour nous, c'est le day-to-day.
Mais pour les gens, c'est peut-être leur premier seul sinistre à vie. Et là, donc, tout leur bien, leur vie est sur pause aussi. Exactement. Là. Donc, tout ce qu'ils ont de plus précieux, leur bâtiment, leurs souvenirs, leur tout, c'est la première fois, eux, là, qu'ils sont confrontés à une situation comme ça. Donc, tu sais, souvent, là, on est dans une mécanique, là, tu sais, de performance, de livrer, d'accomplir, de livrer des KPIs et tout ça. Et donc, on ramène ça souvent, là, tu sais, à nos équipes. Hey, pourquoi on fait ça? On fait ça pour aider les gens. Oui, le scorecard à la fin de la journée, là, ça se transforme en dollars parce que, bon, comme dans une équipe sportive, le chiffre plus grand gagne, là, c'est normal. Mais c'est ça, faut le rappeler. Oui, pour vous, c'est un projet, c'est des KPI, c'est de la facturation, c'est du travail. Mais pour les gens, c'est de l'émotion, c'est du trauma. Exactement, ouais. C'est là que tu vois aussi, quand on a commencé Réfectio, Ménin et moi, on était sur le terrain, là. C'était vraiment nous. On faisait les calls d'urgence. Donc, on était terrain. Et c'est là aussi, que ça nous permettait d'être directement en contact avec les sinistrés. Fait qu'on arrivait genre à 2 heures le matin, puis on mettait nos bottes, on ramassait de l'eau. Et le lendemain, on faisait la gestion. Fait qu'on faisait, de l'intervention manuelle. Après ça, de la gestion. Puis au travers de tout ça, fallait que je mette mon chapeau de visionnaire. C'est où est-ce qu'on s'en va? Ça a été quoi les premiers gros steps? Quand est-ce que c'est devenu, quand c'est devenu une compagnie, quand tu étais au cégep, déjà à frapper le million, vous avez combien de personnes qui travaillaient pour vous? À cette époque-là, on devait déjà être genre 12, 14. Déjà? Ouais. Écoute, j'avais 0 expérience de gérer. Là. C'était comme, j'ai tout appris sur le terrain, ça a été vraiment fou. Aujourd'hui, avec du recul, si tu veux te planter, fais ça. Là. On a parlé de... Tu te rends compte maintenant pourquoi ça a marché? Ouais. Grâce à la femme qui est avec toi depuis mariée depuis 33 ans. Qui est là à tous les jours, day in, day out. On a réalisé, puis c'est aussi là depuis combien de temps on travaille ensemble? Presque 2 ans? Non. Il y a 18 mois, c'est ça. Mais presque depuis ce temps-là. Donc, on a pu comprendre pourquoi ça avait fonctionné, c'est que on avait nos rôles respectifs sans le savoir. Donc, moi, très, très visionnaire dans le futur tout le temps. C'est comme le présent, oublie ça. Là, 40 000 idées. Exact. On change et de maintenant, direction. c'est ça. Et maintenant, très, 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 très groundée, très, très intégratrice. On peut-tu le faire? On peut pas le faire. Fait que dans le fond, là, c'est Vous aviez joué le rôle sans mettre un nom, là? Et sans le savoir. Parce que aujourd'hui, là, c'est facile, là, tu dis, ah ben oui, regarde, à tel moment-ci, t'as vraiment joué ton rôle d'intégratrice, là, parce que c'était comme, non, on fait pas ça. Puis, comme quand tu vois le ton monter, une petite affaire, là, c'est là que tu te rends compte, tu dis, OK, si je passe cette barrière-là, là, ça se peut que ça ça va affecter ma vie personnelle aussi. Aussi. Tu vas être moins. Ouais. Mais juste pour revenir, quand j'ai fondé cette première entreprise, qui était une entreprise enregistrée, après ça, avant de fonder Réfectio, c'est ça, il y a un petit fait cocasse là-dessus, c'est que par l'entremise des gens, tu sais, dans notre industrie et tout, j'avais fait la rencontre de gens là, auxquels on s'était associés, puis on avait fondé à ce moment-là un regroupement provincial d'une entreprise de restauration après sinistre. Ouais. OK. Ça, c'était en 2003. Et Sinisco, pour ne pas le nommer. Fait que on est vraiment membre fondateur du groupe Sinisco et on avait une franchise corporative. Ouais, ça existe encore. Ouais, puis ça va bien. C'est une belle entreprise. Et quelle est la différence avec DKI? Parce que tu as des références à DKI aussi. DKI, c'est maintenant. Puis ça, on est arrivé beaucoup plus tard là-dessus. Mais juste pour finaliser avec Sinisco, puis donc Ménin et moi, mais on opérait la franchise corporative de Montréal, donc Sinisco Montréal. Et donc, au bout de 2 ans, et ça allait bien, ça allait super bien. On était rendu qu'on avait, je pense qu'on était à 9 ou 12 franchises en 2 ans. Okay. Au travers du Québec, on couvrait le Québec, c'était vraiment cool. Vous étiez le franchiseur? On était franchiseur et franchisé.
Donc, on était 5 associés à Québec. Donc, le siège social était à Québec. Et donc, mes partners, ils avaient tous 40, c'était des vieux bonhommes. Là. Ils avaient 40, 42, 45 ans, c'est ça. Nous, on avait... Des vieux bonhommes. Ben, attends, c'est ça. Nous, on avait genre 23, 24, là, tu sais, young kid on the block. Puis là, on arrivait là, avec toute la fougue, la passion, l'énergie et tout. Puis il dit, voici ce que je veux faire. Puis moi, j'étais à Montréal, fait que on avait les assureurs avec qui on côtoyait. Et la vision était, moi, c'était comme, oublie ça, là, on va devenir une entreprise intégrée, en urgence, en reconstruction, on va faire. Puis la philosophie du groupe était non, on est spécialisé en nettoyage et en mesures d'urgence et tout. Puis c'est là que le clash de la vision, puis c'est même pas un clash générationnel, là, c'est vraiment, au niveau de la vision. Puis là, on s'est dit, écoute, on peut pas. C'est comme, j'étais malheureux de ne pas pouvoir exploser comme ça. Puis là, moi, je voyais, là, j'avais certains compétiteurs ici à Montréal que eux, ils s'en allaient vers cet angle-là. Puis là, je dis, je peux pas, quoi. Je vais me faire dépasser par du monde qui ont moins de vision que moi, puis ils sont en train de le faire. Fait que Mena et moi, on a pris la décision de se séparer du regroupement. Ça a été hyper difficile parce que à ce moment-là, écoute, toutes nos billes étaient en jeu. Fait qu'on a tout laissé pour ne pas avoir de non-compete. Donc, à partir de là, c'est effectivement parce que non, exactement. Je pouvais pas. Il y a aucun argent qui m'aurait gardé de ne pas créer notre entreprise. Et c'est de là que... C'était trop fort. C'était quelque chose à l'intérieur, tu dis ça. Trop fort. Tu le voyais, ça, 100%. Et c'est de là, tu vois, puis quand on a... ça, c'est arrivé au mois de décembre. C'est ça, décembre? C'est ça, exactement, décembre. Donc, on a fait... En quelle année, ça? En 95. Okay. C'est ça, en 95, exactement en 95, parce que Réfexio a été fondé en mars, 17 mars 96. Donc, à ce moment-là, on laisse tout en jeu. On est juste à la période des vacances, de Noël et tout. Puis, on sait pas ce qu'on va faire, on laisse tout en jeu, parfait, go, on sort. Avec un reset complet. Non-compete. Parfait, on va aller se reposer. Bon, puis c'est là qu'on a appris que Mena était enceinte, est tombée enceinte dans ce moment-là aussi. Il y a un petit moment, c'est ça, que d'incertitude où, regarde, on fait quoi? On va-tu travailler pour quelqu'un d'autre? Est-ce que... Puis ça a été hyper clair. C'était comme, non, on fait ça. Donc, dans une nuit d'insomnie, je te jure, écoute, oublie ça. Mena s'est réveillée le lendemain, là. J'avais le papier en tête, les cartes d'affaires étaient dessinées, le logo était dessiné, j'avais choisi les couleurs, on a envoyé ça à l'imprimerie le lendemain. On a incorporé l'entreprise et puis j'ai rappelé 3 clients avec qui on travaillait. Un vrai quick start, un visionnaire quick start. Ouais. En une nuit, t'avais déjà ton En une nuit, ça s'était fait, c'est ça. Puis 3 mois après, on fondait Réfexio. Fait que c'est de là que ça partit vraiment Réfexio. Fait que, quand tu lui as présenté ça le matin à Mena, qu'est-ce qu'elle a fait? Go. Go? That's it. C'est comme c'est ça. Exactement. Go. Je te voyais sur pause là, pendant un petit bout de temps. Fait que là, c'est le temps là, de mettre le pied dans le fond. Go. T'étais plus tenable, c'est ça? Écoute, c'était vraiment cool parce que là, on était devant un tableau blanc. Et là, on pouvait vraiment créer ce qu'on voulait, de la façon qu'on voulait livrer le service, où on voulait être impliqué, puis vraiment donner de la valeur à nos clients. Fait que aujourd'hui, tu parles de ça, tout le monde parle de ça, mais à l'époque, c'était pas ça. Mais nous, on avait compris qu'il fallait qu'on donne la valeur à nos clients. Donc, si ils me font confiance pour livrer quelque chose, ben il faut vraiment leur en donner pour ça. Fait que ça, c'était pour cette petite tranche d'histoire. De 30 ans. Ouais. C'est bon. Puis donc là, vous avez recommencé à zéro. Ouais. Engager du monde. Pire que commencer à zéro. Ben oui. Parce que là, j'avais pas de financement, pas de fonds, pas rien, parce que tout était resté, c'est ça. Tu l'avais déjà fait une fois à 18 ans. Mais tu sais, ce qui est drôle, hein, c'est que quand tu parles aux gens, on a tout perdu. Ben, tu sais, t'as pas besoin de faire faillite pour tout perdre. Ça a été vraiment comme un reset là, pour dire, écoute, je l'ai déjà fait une fois, je suis capable de le refaire, puis tous ces apprentissages-là, il y a personne qui peut te les enlever. Fait que tu sais, c'est comme tu perds jamais.
tu gagnes ou t'apprends. Puis là, j'ai appris en vitesse accélérée. Ouais. J'ai écouté un podcast de Tim Ferriss, il fait des podcasts, des long form, puis j'ai écouté un podcast en venant aujourd'hui, et il avait Jim Collins, From Good to Great, qui a écrit un nouveau livre qui va sortir début avril, qui est plus sur la vie personnelle, plus que sur les entreprises. Puis il parle dedans que notre vie est une succession de cliffs, suivi de fog. Pour ça, et là, c'est vraiment... Là, je le vois, là, c'est un cliff. Là, ça a été vraiment un reset complet. Puis... Ben, quand tu regardes là, les plus grands accomplissements qu'on a fait, c'était tout le temps suivi là, d'une période exactement de fog ou un événement là, qui venait vraiment ponctuer de défis, de résistance, de quoi que ce soit. Puis là, tout d'un coup, là, l'entrepreneur se réveille, puis le visionnaire, on repart, puis la machine, on repart. C'est vraiment comme... Ouais. Est-ce que ça a été... Qu'est-ce qui a été différent de la première fois? Dans le sens, tu l'avais déjà fait, tu avais de l'expérience, ça a été plus rapide? Ben, ça a plus de clarté? Ça a été beaucoup plus rapide, plus de clarté, oui, mais je te dirais que le mindset à ce moment-là était vraiment... Là, tu avais des enfants? Non, pas encore. Non, Mena est enceinte. Okay. Là, c'était comme, il y a un enfant qui s'en vient. Ça, je vais te dire, c'était particulier, là, tu sais, le dealer avec ça, avec cette incertitude. Parce que moi, je me souviens quand j'ai fondé Flexstar en 95, à un moment donné, j'ai eu un enfant. On a déménagé. On a eu un enfant. Excuse-moi, on a eu l'enfant. On a déménagé 2 mois après. J'avais commencé mon MBA à temps partiel que j'ai jamais fini. J'ai débarqué. Tu cherchais des projets? C'était un moment, les enfants puis l'entreprise. Puis, mais attends, c'est ça. L'autre partie, c'est que Mena, ça faisait seulement 2 ans qu'elle était au Canada. Donc, elle venait d'arriver. On s'était mariés, puis en 93. Donc, après ça, Mena est arrivée ici au Canada. Et là, c'était... parlais français, déjà? Parlait un peu français, une petite affaire anglais, donc il a fallu comme apprendre à apprendre la langue, à communiquer, parce que tu l'apprends à l'école, mais pas nécessairement dans la communication. Fait qu'elle a eu un crash course, là, elle arrive, elle a appris la langue, la culture, l'adapter au froid, ça a été, je pense, c'est toujours pas fait. Là, c'est pour ça que vous retournez très tard, 2 mois par année. On retourne fréquemment. Mais non, ça a été vraiment, puis le restart a été, je te dirais, beaucoup plus focusé sur, hey, qu'est-ce que je veux? Je veux faire de ça vraiment une entreprise. Je veux pas juste avoir un job d'opérateur et tout, là. On va faire de ça une entreprise, parce que là, on a pu voir ce que ça pouvait avoir de l'air. Et quand je prenais mes formations, c'est vrai, les formations ici à l'époque, là, on en avait pas beaucoup dans notre industrie. Fait que j'allais fréquemment aux États-Unis. Donc, il y avait des organisations là-bas aux États-Unis. Et, obviously, aux États-Unis, everything is big or go home, là. Puis là, quand je voyais ça, je suis comme, OK, good, non, je peux devenir ça. Oh, ben, je peux faire ça. Puis là, tu as vu ce qui était possible. Ouais. Puis là, c'était comme, OK, j'ai pas de limite, tu sais, on s'en va. Pas de gêne. C'est ça qu'on fait exactement. Ouais. T'avais la confiance. Mes fournisseurs, imagine, là, tu sais, mes fournisseurs avaient tellement confiance en moi, là, que je payais quand j'étais payé. Fait qu'ils me louaient des équipements, j'achetais des produits, je leur payais ce que je pouvais. Dès que je recevais un chèque là, mensuel ou peu importe, là, je leur payais. Fait que ça a été basé vraiment sur cette confiance-là. Fait que c'était comme, OK, parfait. Ça s'est jamais fait, je l'ai jamais entendu. Vu que ça se fait maintenant, ben il y a des trucs que je suis capable de faire qui n'ont jamais existé, ben je vais pouvoir les faire aussi. Fait que ça a été une belle aventure. Puis il y a quelque chose en travaillant ensemble que j'ai compris. Tu disais l'été, on retourne 4 semaines. Tout le temps. 4 semaines l'hiver, on retourne au Portugal. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Puis tu m'avais dit, ça c'était dès le début, by design. By design. Donc, c'est drôle parce que la première année de la fondation de Reflexo, c'est la seule qu'on n'a pas été. Bon, pour la raison que Mena est enceinte, donc on pouvait pas voyager cet été-là. Puis ça, c'est un engagement que j'avais pris avec mon beau-père aussi, là, tu sais. Je te l'amène, mais je te la ramène à toutes les années. Je te la ramène à toutes les années. Tu vas la voir de temps en temps. Exact. Puis, tu vois, donc, by design, ça a été vraiment quelque chose.
ça a été un des plus beaux cadeaux qu'on s'est fait. Ça a été de dire, on fait une entreprise et je veux pas faire comme tous les autres vieux bonhommes là, qui sont attachés après leur entreprise, qui sont pas capables de prendre de vacances et tout. Donc, nous, on va se forcer à prendre ces vacances-là et ça va nous forcer également à innover. Donc, dès la 2e année, là, écoute, on était là dans le temps des modems. Je me loguais au bureau, là, j'allais au bureau de poste à la plage avec mon laptop. Je prenais la cabine téléphonique, je mettais des sous dedans. Je loguais sur mon modem, je débranchais le fil, je branchais mon laptop pour renvoyer les données au bureau puis pour récolter les autres données que pendant que tout le monde prenait leur douche, là, j'allais régler les trucs, je renvoyais mes messages au bureau puis je recommençais ça, là, le lendemain. Fait qu'on a fait ça, tu sais, pendant des années. Puis bon, évidemment, la technologie après ça, elle a évolué avec le temps. Donc après ça, bon, il y avait des pens, donc on pouvait déjà brancher ça sur l'ordi. Donc les moyens de communication étaient beaucoup plus abordables. Mais dès le départ, c'est comme on passe un mois au Portugal, l'été, et ça nous permet aussi là, de faire ta petite pause. Comme tu dis, de bâtir une entreprise qui peut fonctionner si tu le fais sans pas, nous, autrement, tu crées une job. Ouais, si tu le fais pas, ça devient une job, puis là, tu mets pas en place les mécanismes. Tu sais, moi, certains chums me disaient, il dit, Mario, il dit, écoute, tu pourrais être là archi-millionnaire, puis bon, si tu prenais moins de vacances. Depuis quand est-ce que la longueur de mes vacances a un impact sur ta vie personnelle? Tu sais, c'est comme buddy, ça n'a rien à voir. C'est que ça, c'est un petit peu l'analogie de l'autre. Hey, à chaque fois que je me revire, t'es assis. Ouais, mais pendant que j'étais assis, as-tu remarqué que j'étais en train d'aiguiser ma hache? Fait que ça, c'est le petit côté. Fait que ça nous a permis là, de vraiment de trouver des outils, d'innover beaucoup au travers de notre carrière, puis surtout avec mes allées venues aux États-Unis, on a amené beaucoup d'innovation pour notre industrie au Québec, que ce soit en équipement ou en software ou en façon de faire. Je pense qu'on a bien forcé forcé la concurrence à et là, toute la famille est dans l'entreprise, le comité de direction. Exactement. Donc, de la famille. Donc, comment la progression s'est faite pour amener tout le monde comme ça dans l'entreprise? Écoute, comment ont été les... C'est drôle parce que, bon, les enfants, premièrement, là, maintenant, les enfants, Diego a 25, Michaela, elle a 29, elle va faire 30 ans cette année. Donc, moi, je te dirais que eux, Michaela, 2 semaines après qu'elle soit née, elle était au bureau dans le parc parce que l'adjointe avait donné sa démission. Fait que maintenant, elle a jamais eu le congé de maternité. Fait que ça, c'était comme typique entrepreneur. Ça se passe au bureau. Donc, écoute, ils ont dans le milieu. Donc, ils ont toujours grandi, gravité alentour de l'entreprise. Les lunchs d'affaires, les enfants avaient 5-6 ans, puis ils étaient assis au bout de la table, ils dérangeaient pas, ça faisait partie de leur... on allait souper avec les clients, ils étaient au bout de la table. Je te le dis, c'était vraiment... Et puis il n'y avait pas d'iPad et de téléphone dans ce temps-là? Zéro. Comment ils tenaient... Crayon, puis c'est ça, crayon. On dessine, on colorie. Ouais, exact. Et donc ça a amené qu'ils ont toujours gravité vraiment très, très impliqués au niveau de notre vie. Premièrement, comme mes valeurs personnelles, c'est la famille. Ah, mais c'est que je l'ai remarqué. Avant tout. On s'est retrouvés au Mexique aussi. Vous êtes tout le temps ensemble? Tout le temps ensemble. C'est fantastique. Jusqu'à tout récemment, on demeurait tous ensemble. On voyage ensemble, nos voyages d'affaires, on essaie le plus possible d'être ensemble aussi, on travaille. Écoute, c'est vraiment, vraiment cool. Et on prend nos vacances ensemble la plupart du temps. Puis comment vous faites la déconnexion du travail? Écoute, ça se fait relativement très bien. Je pense que... Vous n'êtes pas toujours en train de parler du travail? Non. Ména et moi, on avait établi là, une politique à la maison, puis cette valeur familiale-là était hyper importante. À la table, on est en famille. Donc, on parle de tout et de rien et on switch en portugais. Donc, quand on était à la table, on parlait en portugais. Donc, c'est pas notre langue d'affaires. Et donc, c'était bon. Donc, ça aidait le mindset à... Exactement. Et tout ça. Puis, tu fais cocasse. Et si j'arrivais à 10 heures, on soupait à 10 heures. Si j'arrivais à 9 heures, on soupait à 9 heures. Fait que, tu sais, on mangeait toujours ensemble. Fait que, tu sais, on attendait. J'ai vu que mon père, il revenait tard, puis on l'attendait aussi. On attend, on mange. Ça, c'est français, de toute façon, il parlait que t'es français.
On Ça, mangeait à le 8h, 8h30. C'est ça, exact. Puis ça, Tu mangeais en revenant de l'école à 4h30, 5h. Et 5h, après ça. Puis après ça. Fait que ce fait-là, tu sais, de switcher en portugais, mais ça nous permet là, de garder cet espace-là familial très. Quand on faisait les devoirs, bon, mais c'était en français ou en anglais avec un ou avec l'autre. Et Mena et moi, quand on parlait à faire français ou anglais. Et donc, on switchait en portugais. Puis, je pense que ça nous a montré cette discipline-là aussi, de garder ça très séparé pour protéger la famille, parce que sinon, là, tu étais tout le temps dedans. Donc, les enfants ont toujours travaillé de proche ou de loin là, dans l'entreprise. Et mais il y avait des conditions pour ça. C'était comme, premièrement, vous allez vous trouver une formation académique quelconque, peu importe ce que vous allez choisir, on va vous supporter à faire ça. Finir au moins le cégep. Donc, Michaela était à l'université, Diego était en mécanique automobile. Puis là, on leur avait dit, mais ça, c'est une des conditions, c'est ça vous prend une formation. Deuxièmement, vous devez vous trouver un emploi par vous-même et l'exercer, cet emploi-là. Bon, avant de travailler dans l'entreprise familiale, si jamais le choix était là. Donc, ça a été réalisé par les deux. Et je dirais un an avant la COVID, je pense, vers 2018. En 2018, on a fait une acquisition d'une entreprise en restauration impressionniste à Ottawa. Donc, ça a été notre premier tremplin, tu sais, pour voir comment ça se passait, l'expansion. Et donc, je pense qu'on avait fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait faire ici à Montréal. Puis ça m'interpellait, là, tu sais, de pouvoir faire de l'expansion. Faire plus grande, aller et plus loin. Tant qu'à le faire, on va le faire, bien sûr, dans une autre langue, dans une autre province, dans un autre contexte de législation. Fait que maintenant, elle a dit, écoute, là, tu sais, c'est vraiment, wouf, quel beau défi. Fait que quand on a fait ça, là, on passait 2 jours par semaine. C'était pas design ou c'était pas... Il y avait une opportunité qui est sortie à Ottawa. Ouais, mais c'était par design, parce que si on l'avait eu, la même opportunité à Montréal et celle-là arrivait au même moment. De l'autre côté, au Québec. Ben, sais-tu quoi? À Elmer ou quelque chose. Peut-être ça m'aurait tenté moins. Celle-là, j'ai dit, parce que éventuellement, ça va nous aider là, à positionner les entreprises pour les 30 prochaines années. Donc, en étant comme ça, déjà dans 2 provinces, dans 2 langues, dans des clients communs, des clients pas communs. Donc, il y a une synergie qui se passe dans tout ça. Donc, on était un petit peu moins présents. On était 2 jours par semaine, Mena et moi, là, à Ottawa, tout le temps pour faire l'intégration, de l'entreprise, puis d'apprendre et tout. Fait que là, les enfants, eux, c'était comme, hey, est-ce qu'on peut travailler pour l'entreprise? Fait que je dis, ouais, mais là, ça va bien vos affaires, là? Chacun, vous avez votre... Et là, la COVID est arrivée. Fait que quand ils ont perdu leur emploi, parce que ça a fermé l'autre côté, ils se disent, là, c'est le temps. Vous avez besoin d'aide, on vient vous aider, puis vraiment, là, ça a donné... Donc, vous les avez intégrés... dans l'entreprise. Et ça a été là, vraiment là, le 2.0. Ça a donné une énergie, pas seulement à l'entreprise, à nous également, Mena et moi, de voir les jeunes qui arrivaient là, primés comme nous on était au départ. Puis là, tu vois le petit côté. Michaela, elle est comme Mena. Oui. Et Diego est comme toi. Tellement. C'est tellement. C'est copié. C'est copié-collé. Diego a l'énergie, puis... C'est vraiment drôle que tu mentionnes ça, exactement. C'est... Parce que, et tu sais, là, on regarde Diego, là, puis écoute, c'est moi à 27, 28 ans, là, ça se peut pas, là, Mais... Hey, quand on a fait la cible 10 ans, tu te souviens? Ouais. Puis là, vous avez dit, mais c'est vous qui allez décider où est-ce que on s'en va. Puis Diego, il a mis la barre... Vraiment il a mis la barre haut. Puis Michaela, il dit, ouais, oui, on est capable. C'est ça, parce que là, c'était comme, peut-être que vous voyez trop petit, vous sous-estimez ce que vous allez pouvoir livrer dans les prochaines années. Fait que, là, les enfants, ils ont joint l'entreprise, puis au travers de ça, Michaela, 2 ans après, elle s'est mariée. Donc, Alex, que tu connais, qui fait partie également du comité de direction. Alex, c'est un nouvel immigrant au Canada aussi, donc il a fait le parcours que Mena a fait également. Donc, il est arrivé ici, il a appris la langue, maintenant il parle français, il s'exprime en français, écoute, ça va super bien en anglais, et il gère une des divisions, une autre entreprise qu'on a achetée à Ottawa. Donc, c'est lui là qui est en charge de cette entreprise-là.
Fait que pour nous protéger, ça a été la même chose. Donc, à table, on parle en portugais, puis c'est... Puis comment ils ont pris leur rôle? Parce que je trouve que la dynamique est bonne, chacun prend bien son rôle. Comment ça a été la transition? Quand ils sont rentrés, ils ont dit « Moi, je veux faire ça, moi, je veux faire ça. » Puis comment ça a été? Pas du tout. Ben écoute, le visionnaire travaille un peu quelques années en avance. Ouais. Donc, j'avais fait des approches avec les gens à HEC. Puis il y avait un nouveau programme là, qui était Famille en affaires. Donc, c'était vraiment de permettre aux repreneurs ou aux enfants d'entrepreneurs un programme dans lequel c'était pas nécessairement qu'académique là, mais ce programme-là leur permettait d'idéaliser, de penser un projet et avec tous les pédagogues alentours, tous les profs et toutes les ressources, dont M. Dutton qui était de Rona, qui était également à HEC, donc de venir présenter un projet à l'équipe de direction de l'entreprise, puis de leur vendre le projet. Fait que ça a duré 1 an et quelque chose. Et un projet de quoi? N'importe quel projet. Okay. Fait que c'était comme, donc, c'était une cohorte, il y avait 6 familles en affaires qui étaient là, puis chacun devait présenter un projet aux actionnaires de l'entreprise, là. Fait que là, les enfants, on travaillé sur un projet pour l'intégration de main-d'œuvre immigrante, étant donné vraiment, puis la conjoncture était parfaite. COVID arrive, t'as plus de main-d'œuvre, t'as plus rien. Fait que c'était comme une plateforme qu'ils ont imaginée. Donc, avec tout ça. Ben, puis là, à la fin de la graduation, c'est pitch de vente devant toutes les autres familles dans l'amphithéâtre à HEC pour vraiment présenter le truc. Ça a été vraiment, vraiment nice. Et quand j'avais pris cette décision-là de les envoyer à HEC, je dis écoute, ça passe ou ça casse, là, parce que là, c'est sûr, eux, ils vont sortir de là. C'est comme, on veut rien savoir de gérer une entreprise familiale. Ou tout simplement, là, c'est comme sky's the limit. Ben, c'est ce qui s'est produit. Ména et moi, donc, il y a eu le déclic. Il y a eu un déclic, puis non seulement un déclic, c'est comme, maman, papa, on a besoin d'avoir un souper en famille, on a quelque chose à vous proposer. Puis là, c'est comme, OK, ouais, c'est ça. Il dit, avec notre dernière année et demie là, de formation, là, il dit, on veut prendre la relève des entreprises familiales. C'est comme, wow, on n'était pas prêts. Fait que là, c'est ça que là, j'avais parlé avec les gens chez HEC aussi. C'est bien beau. Là, vous avez là, tu sais, d'un côté la relève familiale, mais là, tu sais, pour les cédants, là, nous, là, tu sais, c'est comme, y a-t-il une formation pour nous? Parce que moi, je suis pas prêt du tout, là. Vous avez fait le chiffre mental. Il y a le chiffre mental à faire. Exact, ouais. Puis non, écoute, on a une cohabitation là extraordinaire. Autant que tu me dirais comment tu as fait dans toutes ces années-là, tu sais, pour être visionnaire, puis pour vivre avec ton intégrateur, l'intégratrice, toutes ces années-là, et de vivre ensemble, de créer, de bâtir cette famille ensemble, de bâtir ces entreprises-là. Puis la réponse est comment j'aurais pu faire autrement? Tu sais, c'est impensable. Tu l'avais en toi. Il y avait quelque chose qu'on dirait que t'avais parce que c'est hors du commun quand même d'avoir une si bonne synergie. On en a parlé souvent, les bonnes personnes dans les bons siècles. Quand c'est tes enfants, les décisions sont plus difficiles à prendre. Hein? Puis là, mais tu vois, puis là pour faire... le cercle actionnaire, cercle famille et cercle opération, tout est mélangé. C'est de démêler ça, puis ça rend la synergie beaucoup plus difficile. Mais avec iOS, depuis ton implication, mais tu sais, je pense que les choses se sont faites presque naturellement. J'ai été étonné comment ça a bien été. Zéro ego. Parce que c'est pas tout le temps le cas. Non, mais c'est ça, tu sais, il y a zéro ego. On dirait que les enfants, naturellement, avaient vu, bon, parfait, voici mes capacités, voici mon profil, voici où je me reconnais, puis voici ce que je veux faire aussi, parce que tu sais, c'est comme c'est eux qui ont décidé de joindre les entreprises. Nous, on n'a pas forcé. Puis donc, que eux trouvent leur rôle dans l'entreprise, puis quand on faisait l'exercice bonne personne, bon siège, ils se sont placés tout seuls dans les tableaux. Puis là, nous, tu te souviens, on a même fait comme... OK, good. Il nous reste 2 heures de disponible. On a 3 ans. Donc, à quoi ça ressemble?
Mena puis Mario sont consultants. Consultant, exact. C'est marqué dans le 3 ans, ça. Exact. Ouais. Puis, tu vois, maintenant, on est là. Je suis vraiment moins impliqué dans les opérations. Il y a évidemment Stéphanie qui s'est joint au comité de direction comme directrice des opérations. La famille encore. L'épouse de mon frère, ouais. Et donc, écoute, c'est vraiment extraordinaire comment, avec un système simple, mais efficace, quand il est bien suivi et bien implémenté, comment est-ce qu'on est capable de... Vous aviez fait du beau travail. Non, merci, ouais, ça, les choses sont bien tombées en place parce que la base était là. Vous aviez mis tous les deux, durant toute la croissance, les choses en place pour ça. Ouais, je pense que, tu sais, quand tu dis le walk the talk, puis tu sais, les actions qu'on a fait dans les années, mais je pense que ça l'a comme transpiré, tu sais, aux enfants. Fait que eux, ça a été comme peut-être plus facile que s'ils avaient été gardés, mettons, à l'écart ou sont pas impliqués là, tu sais, dans le day-to-day. Parce que, tu sais, écoute, là, des bons coups, des mauvais coups, là, ils les ont vus, ils les ont entendus, ils les ont subis, là. Tu sais, quand t'as des problèmes, tu sais, de cash flow, puis des périodes, là, vraiment, tu sais, comme pointu, puis il dit non, pas cette semaine, ça marchera pas, faut trouver comment faire pour que ça arrive. Fait que eux aussi, tu sais, sont dans ce mindset-là. C'est comme, c'est jamais un non, c'est comment on est capable pour y arriver. Ça, c'est une des forces de tout le monde. Puis comment tu vois la transition? Parce que là, tu es visionnaire. Ouais. À un moment donné, j'imagine, ça va être peut-être Diego, le visionnaire. il y a le profil, mais c'est lui aussi qui veut pousser. Mais là, présentement, est-ce que tu tires encore, tu pousses? Ou est-ce qu'ils suivent? Est-ce qu'eux, ils poussent? Comment c'est vraiment trop drôle parce que tu vois comme leur dynamique, puis bon, ils font partie de DKI. Bon, évidemment, bon, DKI, c'est une organisation nationale duquel on est membre. Donc, ça nous permet, là, il y a 80 autres entreprises indépendantes. Exactement. C'est des restaurateurs pressinistes comme nous. De grandeur mature, tu sais, des entreprises matures. Et dont beaucoup d'actionnaires ont notre âge, Mena et moi, puis certains déjà plus vieux que nous. C'est vrai. Ouais. Quand on était au Mexique, t'es vu, exactement. Ouais. Puis, donc, il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont déjà impliqués dans la relève de ces entreprises-là. Quand il y avait les cocktails, il y avait des enfants qui couraient, il y avait des petits-enfants. Ben, tu sais, nous, très familial. Ouais, là, peut-être 7-8 ans, j'avais initié ça. À un moment donné, là, puis, nous, on voyait deux fois par année, on se regroupe tout le monde ensemble, bon, une fois au Canada, une fois à l'extérieur, puis généralement, on prend le Mexique parce que c'est facile, c'est pour que tout le monde est là. Et on amenait toujours les enfants. Fait qu'on allait, Michaela et Diego nous suivaient tout le temps. Fait que, tu sais, on arrivait là-bas, il y avait pas d'autres enfants. Juste, hey boys, commencez à amener vos mousses, là. Tu sais, c'est comme là, ils ont 14, 15, 16 ans. Tantôt, là. Il y a des piscines, il fait beau, il y a de la piscine. Non, ça va être eux, peut-être, la relève. Fait que si on les garde à l'écart, l'année d'après, 3 autres. L'année d'après, 5 autres. Fait qu'on est arrivé à un moment donné où, nous, quand on se rencontrait, là, on avait facilité, là, puis d'avoir une table. Donc, la première fois qu'ils étaient tous en train de parler business, là, ils étaient 12 à la table. Fait qu'on les a mis, tu sais, et donc ils ont développé des liens, ils ont gardé contact, donc même s'ils travaillaient là, tu sais, à temps partiel dans les entreprises, chacun de leur tour et tout, ils continuaient de garder contact et aujourd'hui, ils se consultent sur une base régulière. Wow. Donc, mais justement, Diego et Michaela reviennent de Colombie-Britannique, ils ont été passés 2 jours là-bas chez un de nos amis qui est membre, pour aller valider là 2-3 points opérationnels de comment c'est une entreprise qui fête partager les bonnes pratiques. Ouais, écoute, c'est une entreprise là, qui fête cette année ses 50 ans, donc des process, des trucs, ils ont vu plusieurs trucs. Et alors c'est vraiment le fun, de les voir échanger et d'amener toute cette information là pour les aider après ça, pour leur prochain step. Donc, quand je te disais que c'était cocasse, Diego il dit, écoute, ça n'a pas d'allure. La plupart là sont sur le neutre, là, ils pensent juste à exit, ils pensent juste à s'en aller en vacances et tout. Puis toi, t'es derrière, là, puis tu pousses comme un malade, on dirait. Fait que, comme il dit souvent, il dit merci, tu nous as livré un train que t'as fondé puis qui marchait au charbon. Après ça, t'as mis ça à la vapeur, puis nous maintenant, on est en train de l'électrifier là, pour mettre ça à vitesse TGV là. Fait que c'est vraiment cool. Mais ce qui est la discussion qu'on a eue, c'est
c'est grâce à toi, Imena, vous avez vraiment été, on dit l'architecte de sa vie. Vous avez pris les décisions en regardant le futur avec intentionnalité. Vous n'avez pas été, on va y aller à peu près. Vous aviez des points, Ouais, je pense qu'on des valeurs, puis des directions, puis des décisions qui avaient déjà été prises. Vous avez construit avec une vision assez claire. Je pense que cette vision-là, exactement, tu sais, il y a des trucs, il y a des projets, peut-être à la fin, là, on pourra se garder quelques minutes, là, tu sais, parler des projets que Mena et moi, tu sais, on veut accomplir encore, là, tu sais, pour les prochaines années. Mais on dirait, tu sais, c'est comme toute une séquence de trucs qui fait du sens, tu sais, sans brûler des étapes, là, c'est beau, oui, écoute, là, c'est beau là, de devenir pan-canadien, mais regarde, avant de devenir pan-canadien, on peut-tu juste aller ici à côté à 2 heures de route, là, voir c'est comment gérer une entreprise dans un autre environnement, dans une autre province, pour voir comment on va laisser faire les dents là, pour voir comment ça marche. Et un coup qu'on a compris, après ça, là, on peut y aller un petit peu. On parlera des projets dans un prochain podcast. Prochain podcast. On va terminer avec des questions en rafale. Oui. J'aime finir avec ça. Quel est ton super pouvoir? Ben, c'est possiblement, pas possiblement, c'est d'avoir une vision et malgré l'impossibilité que ça se fasse, de trouver des gens et de trouver des façons à livrer cette vision-là possible. Ouais. Trouver les gens et des façons. Ouais. Ouais. Connecter ces gens-là pour arriver à livrer cette... ça me fait penser à un livre de Dan Sullivan, Who Not How. Who Not How, vraiment. C'est quand on veut accomplir quelque chose, on est trop dans le comment le faire. Non, c'est qui en premier. Ouais, puis après ça, le comment. Mm-mm. Intéressant. Si tu avais une seule discipline à garder, une habitude qui t'a suivi, qui a porté ses fruits, puis tu dis ça... J'en ai 2. T'en as 2, vas-y. Faut que je te partage les 2. C'est une, ça fait peut-être maintenant, là, 20 quelques années, là. C'est le dimanche matin, tôt, quand tout le monde dort. C'est de faire une réflexion, une rétrospective de la semaine, de voir le why, de voir ci, de voir ça, et de planifier intentionnellement ma prochaine semaine qui s'en vient. Donc, de vraiment pas tirer partout. Puis au début c'était ça, épouvantable. Pas tirer partout. Je vais demander ça à Mena tantôt. Mais d'avoir cette discipline-là, là, de garder le focus malgré tout. Là, faire un arrêt. Qu'est-ce qui est important pour la semaine prochaine? Qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je dois faire différemment? Donc, de vraiment tout le temps remettre... Garder le focus. Puis la deuxième? Écoute, la deuxième, on a commencé ça fait une quinzaine d'années, puis c'est vraiment magique, ça. C'est à toutes les années. Donc, après la période de Noël, bon, on fête le Nouvel An. Généralement, on est au Portugal là, maintenant depuis quelques années. On passe Noël avec la famille. Fait qu'on prend 2 jours en famille, juste tous les 4. Ben avant ça, c'était juste tous les 4. Après ça, ça a été tous les 5 avec Alex. Puis là, maintenant, c'est tous les 6 avec la blonde à Diego. Et donc, une avant-midi, bon, on se met vraiment, on s'isole, on est à l'extérieur, soit à la plage ou dans un autre endroit. Et là, une petite musique, on est vraiment dans des bonnes dispositions. Là, tu fais une rétrospective de ton année. Donc, les accomplissements, les beaux moments, qu'est-ce qui s'est passé dans l'année. Et là, t'as le droit de prendre, personnel, business, n'importe quoi. Faut vraiment, c'est quoi les highlights de l'année? Puis là, si tu prends tout ça, puis tu prends les petites photos, là, aujourd'hui, c'est facile, là, parce que, tu sélectionnes les photos, on les imprime. Et donc, on fait cette tournée-là. Là, on va dîner. On va prendre une marche. Tout le monde va dîner. On revient. Tout le monde ensemble. Parfait. Puis là, on fait une présentation à la famille. C'était quoi mes highlights de l'année? Puis là, t'expliques, puis là, tu montes les petites photos, et ça te permet après ça, intentionnellement, de faire ton wish list pour l'année d'après. Parce que si tu commences avec ça, là, là, tu vas tirer partout. Et la beauté, c'est que, finalement, on a accompli beaucoup plus de choses qu'on pensait.
hey, regarde, qu'est-ce qui m'a vraiment fait vibrer, c'est ces moments-là qu'on était ensemble. Voici ce qu'on a accompli. Ne serait-ce que, écoute, on a signé un nouveau client. Bon, parfait, mais hey, ça nous a permis là, de prendre des vacances ensemble. Puis Et ça te permet de détacher du matériel puis de dire, voici, ben c'est ça que je veux vivre cette année-là. Fait on se met beaucoup moins d'objectifs, mais c'est des objectifs beaucoup plus percutants qui commencent à faire une différence dans ce qu'on fait. Avant ça, tu sais... C'est intéressant que tu dis ça parce que les sessions annuelles, on l'a pas fait encore, on va en faire une. Le premier matin, on fait cette revue-là. C'est vrai? C'est quoi les accomplissements professionnels, inattendus, personnels? Écoute, là, parce que c'est important. Il y a tellement de... On est toujours dans le futur, puis dire « je veux aller là, je veux aller là », mais on regarde pas souvent ce qu'on a fait. Puis ça ramène la confiance, puis ça amène Écoute, pause. Cette pause-là, le matin, là, te permet vraiment de dire, regarde, finalement, là, c'est pas juste des bébelles, des machines, des voitures, des motos, quoi que c'est cool encore, là, tu sais, d'en avoir. Mais ça te permet vraiment, tu sais, de focusser puis de dire, wow, OK, parfait, on en a accompli, tu sais, parce que, à la vitesse qu'on gère, qu'on vit, qu'on roule, qu'on voyage, qu'on fait tout, là, ça passe tellement vite qu'on se rend pas compte. Dans une année... Qu'est-ce qu'on fait, t'sais? Dans une année, d'après moi, on doit accomplir des trucs que des gens font pas en 10 ans. Puis ça, c'est comme hyper focus. Donc, quand tu fais cette petite pause-là, intentionnellement... Ça t'amène en position de gratitude. Ouais. Meilleur conseil qu'on t'ait donné, qu'on t'ait jamais donné? Ça, c'est... Je vais en prendre deux, là, mais un, c'est ma mère. Ma mère est drôle, tu sais. Elle arrive avec un vieux dicton, il dit « La tête ne sert pas qu'à porter le chapeau. Donc, serre-toi-en. » Ça, c'est vraiment cool, ça. Ouais, ça, c'est un insight familial. Puis, la deuxième, je te dirais que de s'entourer, parce que c'est une entreprise sans personne, un entrepreneur sans réseau, sans ressources, c'est juste un rêveur. Donc, le visionnaire doit avoir son réseau. C'est vraiment, tu sais, de s'entourer de bons groupes, de bons regroupements, de bons clubs privés, de bons collaborateurs aussi. Puis des fois, tu sais, tu vas prendre des gens qui te ressemblent trop. Et c'est pas ça qu'on a besoin. On a vraiment besoin de quelqu'un qui va te challenger. Donc, de choisir son réseau. Un livre d'affaires que tu as recommandé au moins 3 fois. Je sais pas si tu lis beaucoup. Beaucoup. Je lis... Quel livre je lis beaucoup depuis 30 ans. Depuis 20 ans, beaucoup plus. Mais je peux pas t'en donner juste un. Je vais t'en donner le premier livre d'affaires. Non. Écoute, le premier livre d'affaires là, que j'ai lu, premier avis, là, c'était en 1989 et ça s'appelait Swimming with Sharks Without Being Eaten Alive. Ça, c'était Harvey Mackay. Fait que moi, j'avais jamais lu, mais autre que les livres de sciences, puis de physique, puis de chimie, maths, là, bon, mais ça, c'était comme mon premier livre. Et j'avais trouvé qu'il y avait un wisdom là, terrible là-dedans. Là. Puis j'aimerais ça que tu m'invites à un autre podcast. Puis je vais te parler spécifiquement de ce livre. Pas de ce livre-là, mais des méthodes que j'ai utilisées dans les 30 dernières années qui découlent encore de ce livre-là. Ah ouais. Je te le dis, là, c'était vraiment, ça, c'était vraiment cool. Deuxième livre, dernièrement, là, dans les 3-4 dernières années, The 5 AM Club de Robin Sharma. Ça, écoute, c'est des pépites d'or là-dedans. C'est incroyable parce que là, je me rends compte qu'il y a des trucs que je faisais il y a 20 ans, il y a 15 ans qui sont là. Puis là, bon, avec la neuroscience, là, ça nous dit, là, gars, faut que tu fasses ça. Puis j'étais comme déjà là, tu sais, par petits bouts. Puis ça t'explique pourquoi ça fonctionnait. Et l'avant-dernier, Voir grand de Luc Poirier. Tu vois, puis j'ai rencontré Luc après, puis je lui ai dit merci beaucoup de m'avoir inspiré, parce que je n'aurais jamais commencé ma carrière en immobilier et j'ai spécifiquement choisi l'immobilier industriel par ses partages, puis de démontrer comment est-ce que, hey, t'es capable de faire ça. C'est comme do it, puis ça a été. Et le dernier, Traction, faut absolument lire ça. T'es entrepreneur, t'es visionnaire, commence à lire ça, ça va juste enlever le bruit dans ta tête, puis après ça, tu prendras les bonnes décisions pour t'aligner.
Je peux pas dire le contraire sur le dernier livre. C'est juste ça. Et phrase que tu te dirais au début de ton aventure. À 17 ans, 18 ans, là. Ben, Qu'est-ce que tu te dirais? Là? Ouais, j'aime beaucoup ce que Nicolas a dit, là, c'est attache ta tuque, là, mais moi, je te dirais que, c'était, si je pouvais me regarder dans les yeux puis dire, buddy, t'es millionnaire puis tu le sais pas encore. So, get your shit together puis fonce. Ouais. Vraiment. OK. Merci. Merci beaucoup du partage. Je pense qu'on a été plus long que d'habitude, mais il y a eu beaucoup de richesse dans ce que tu as dit. Puis c'est vraiment, depuis que je vous connais, c'est la famille puis la synergie. Moi, je suis assez impressionné de ce que vous avez réussi à bâtir ensemble, toi et Mena. Félicitations. Merci pour l'invitation. Vous venez d'écouter le podcast Visionnaire. J'espère que cette discussion vous fera réfléchir sur vous, sur votre entreprise et sur vos ambitions. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.